vous, quelle est votre appréciation, par contre, contrairement à ce que Bérenger Gloglo vient de dire, quelle est votre appréciation, n'est-ce pas, de la dette publique en général en Afrique et particulièrement celle du Bénin? Bien, merci, monsieur Panou. C'est vrai que le sujet de la dette est un sujet très important, notamment en raison de la période actuelle, c'est-à-dire que la crise de la Covid a durement frappé le monde entier et l'Afrique en particulier. Et la croissance en Afrique subsaharienne devrait chuter d'à peu près moins de 3%. Donc, ça va entraîner la région dans sa première récession économique en 25 ans. Et donc, c'est dans ce contexte, si vous voulez, qu'affleure la question de la dette africaine. D'ailleurs, la dette africaine est souvent présentée comme le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire, vous savez, Sisyphe qui marche en bas de la montagne pour recommencer de zéro son ascension, c'est-à-dire ça ne s'arrête jamais. C'est comme ça que le sujet, en tout cas, est souvent présenté, traité dans les médias. Il y a une espèce de pathos dans le discours qu'on n'arrive pas à tout à fait contrôler quand il s'agit de parler de la dette africaine. Moi, je voudrais liquider d'entrée l'idée selon laquelle l'Afrique serait surendettée. Voilà. Je voudrais liquider d'entrée cette idée. La dette africaine aujourd'hui est estimée à peu près à 750 milliards de dollars. En fin 2018, donc ça va peut-être légèrement augmenter en raison de la crise. La dette mondiale, elle est estimée à 277 000 milliards de dollars. Si vous voulez, la dette africaine représente moins d'1% de la dette mondiale. Donc, disons que la fréquence de la une des journaux sur la dette africaine est inversement proportionnelle à la part africaine dans la dette mondiale. C'est-à-dire qu'on en parle tout le temps. Quand il y a eu la crise, tout de suite, tout le monde commençait à parler de la dette africaine. Mais cette dette, c'est 1%, c'est moins d'1% de la dette mondiale. Je voudrais quand même le rappeler. La dette africaine publique, je veux dire, dette moyenne des États, est passée globalement d'à peu près 35% à 55% du PIB du continent entre 2008 et 2018. Aujourd'hui, la France a dépassé les 100% du PIB. Le Japon a dépassé les 230% du PIB. La zone euro est globalement au-dessus de 80% du PIB. Donc, si vous voulez, nous, on est à 55% du PIB. L'homme objectera qu'on ne peut pas faire de telles comparaisons, les pays ne sont pas tout à fait comparables, etc. Très bien, je suis assez d'accord. Mais il faut, ce à quoi je répondrai, si vous voulez, que la comparaison se base sur une grandeur relative. On regarde la dette du PIB. Et on pourrait aussi objecter qu'au final, la pression fiscale des pays africains est assez faible, à peu près la moitié en point de pourcentage de PIB par rapport au reste du monde. Donc, c'est normal que l'Afrique lève, si vous voulez, 2 fois moins en termes de points de pourcentage de PIB, rapporté au PIB, si vous voulez. L'Afrique lève, si vous voulez, à peu près moins de 20% d'impôts. La pression fiscale est inférieure à 20% en Afrique de l'Ouest, et le reste du monde est au-dessus de 35%. La taille, on parle souvent de la dette africaine. La dette est passée, je l'ai dit, d'à peu près 35% en 2008 à 55-56% du PIB en 2018. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que la taille de l'économie africaine a doublé ces 15 dernières années. Je ne dis pas qu'il y a un lien de cause à effet, mais enfin, il y a une espèce de corrélation. La dette a permis à l'Afrique de doubler la taille de son économie. Vous savez, la dette n'est qu'un outil. C'est comme un aspirateur, un marteau, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est un instrument, c'est l'utilisation qu'on en fait qui compte. Et donc, il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette. Si on prend le cas du Bénin, par exemple, parce que je pense que c'est un cas qui nous intéresse, la dette en pourcentage du PIB est passée d'à peu près 20%
20-21% du PIB en 2010. Et aujourd'hui, on est à peu près à 41% du PIB en 2018. Enfin, là, ça va grimper un peu parce qu'avec les mesures de soutien du gouvernement du président Talon, ça va peut-être monter légèrement. Mais en même temps, le PIB du Bénin, si vous voulez, est passé de à peu près 6 milliards de dollars US en 2000 et à 15 milliards de dollars en 2019. Donc, la taille de l'économie béninoise a doublé ces 20 dernières années. Donc, la dette a servi, a fait de la croissance. Et quand on parle de croissance, j'ai l'impression que les gens, c'est un petit peu désincarné pour les gens. Je veux vous rappeler que notre continent a eu un passé compliqué, et une histoire dure, mais enfin, c'est l'histoire. Le Bénin nous a été livré en 1960 aux indépendances sans infrastructure. Enfin, je veux vous rappeler qu'en 1960, il y a à peine 2 hôpitaux sur toute l'étendue du territoire national. Il y avait très peu d'écoles. Si vous voulez, en 1960, aux indépendances, près de 85% de la population n'avait pas accès à l'éducation. Enfin, je veux dire l'éducation formelle. Aujourd'hui, ce chiffre de mémoire tombe en dessous de 40%. Et si on continue notre rythme de croissance qu'on a aujourd'hui, ce chiffre peut tout à fait tomber en dessous de 10% d'ici 2050. L'espérance de vie à la naissance en 1960, quand on a gagné notre indépendance, l'espérance de vie à la naissance était de 40 ans. Aujourd'hui, elle est à 60 ans. On a gagné 20 ans d'espérance de vie. À l'indépendance, 30% des nouveau-nés mouraient avant 5 ans. Aujourd'hui, ce chiffre est inférieur à 10%. Enfin, donc, quand on parle de la croissance, ce n'est pas quelque chose de désincarné. En 1990, moins de 8% de la population béninoise avait accès à l'électricité. Aujourd'hui, à peu près la moitié de la population béninoise a accès à l'électricité. Je suis d'accord, l'électricité n'est pas tout à fait fiable et surtout, elle coûte cher. C'est vrai. Je vous rappelle qu'en 1960, moi, mon père me disait que, puisqu'il a fait un tour au port, on n'avait pas de port en eau profonde comme aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était une espèce de bois qui étalait et où les gens allaient décharger les cargos, les cargaisons des bateaux avec des grues. Aujourd'hui, on a un port tout à fait moderne en eau profonde. Donc, je voudrais vous rappeler qu'il faut regarder les réalisations. C'est-à-dire, on est parti d'assez loin. Le Bénin en 1960, eh bien, c'est tout ce que je viens de vous dire. C'est assez peu de choses. Donc, il fallait construire, faire des infrastructures. Je suis d'accord. J'entends les gens dire on ne mange pas les infrastructures routières parce que c'est pas ce que les gens vont manger. Très bien. Mais comment voulez-vous sortir le coton de son lieu de production? Comment voulez-vous sortir du ananas au fin fond d'Alada? Comment voulez-vous sortir du riz au fin fond du Koufo si vous n'avez pas de route? Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez pas ces routes, vous n'avez pas de vitalité économique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir la production. Si l'agriculteur n'est pas parce qu'il a eu pluie et que les routes sont dégradées, je vous rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, moi, pour aller dans mon village, à Goromé, pas loin de Diakotomé, je vous dis, il y a une bonne partie qui se faisait en territe, vous savez, c'est-à-dire que quand tu sortais de la voiture, mais tu étais rempli, tu étais totalement rempli de territe. Aujourd'hui, on arrive tout à fait à aller à Diakotomé sans trop de problèmes. Donc, je veux qu'on se rappelle quand même de ces progrès. On a des faiblesses, mais on est en train de progresser. Donc, l'Afrique, si vous voulez, a fait de la bonne dette.
on peut tout à fait améliorer la gestion des finances publiques, quoique depuis la période des post-programmes d'ajustement structurel, les finances sont beaucoup mieux gérées. On peut tout à fait améliorer ce qui se fait, améliorer les taux de déperdition des projets, mais enfin, on est sur une trajectoire qui est tout à fait très bien. Après, je veux quand même dire un mot sur le profil des créanciers. La dette publique extérieure, la dette extérieure publique totale des États de l'Afrique subsaharienne est détenue à 40% par des créanciers privés, 29% par les créanciers multilatéraux, c'est-à-dire Banque mondiale, FMI et autres, et 27% détenus par les créanciers bilatéraux. Et d'ailleurs, je veux souligner quelque chose parce que j'entends beaucoup de choses. La Chine détient à peu près 17% de la dette, en tout cas moins de 20%, et ce n'est pas du tout les 40% que certains médias ont véhiculés récemment. Il faut savoir raison garder. Donc, ce qu'on voit, j'ai dit d'entrée que je voudrais liquider l'idée selon laquelle l'Afrique serait surendettée, mais le problème, c'est qu'on est quand même très dépendant de l'extérieur. Et quand on regarde la dette publique africaine, c'est une anomalie. Il y a un ancien Premier ministre qui a raconté quelque chose la dernière fois. En fait, il a réuni des patrons de fonds d'investissement à New York pour finalement les sensibiliser par rapport à des projets en Afrique rentables, des projets d'infrastructure, de construction de routes, etc. Et c'était des projets tout à fait corrects dans un environnement sûr. Et puis, il y a un patron de fonds d'investissement qui lui a dit, mais monsieur, vos fonds de pension, vos fonds d'investissement n'investissent pas en Afrique. Je veux quand même vous rappeler que, monsieur Panou, que si vous prenez les fonds de pension africains, c'est-à-dire les fonds de pension sud-africains, kenyans, nigériens, etc., le fonds sous gestion est plus de 1 000 milliards de dollars. Sous gestion. Vous pouvez ajouter les provisions techniques des assurances. Alors, en Afrique francophone, il n'y a pas vraiment de fonds de pension. C'est plus parce que c'est une retraite par répartition. Mais vous pouvez rajouter les réserves d'assurance vie et les réserves de change. Donc, on a quand même une manne considérable. Mais les fonds de pension africains investissent moins de 1% de leurs véhicules financiers en Afrique. Moins de 1%. Pourtant, ils ont plus de 1 000 milliards de dollars sous gestion. Donc, on court vers l'extérieur pour financer notre dette, alors qu'on peut tout à fait financer notre dette nous-mêmes. Parce que ces fonds de pension, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils préfèrent aller acheter du rail britannique ou français, acheter des autoroutes américaines, aller acheter des bons du trésor américain. Ils préfèrent investir en Australie, en Belgique, mais ils n'investissent pas en Afrique. Donc la question, c'est comment on réoriente l'épargne pour que l'Afrique se finance elle-même. C'est ça. Et donc, il faut mobiliser l'épargne domestique. Contrairement à ce qu'on croit, on épargne beaucoup en Afrique. On épargne à peu près, les estimations sont à peu près à 20% en proportion du PIB. Donc, c'est assez considérable. Donc, une idée ici, il faut garder quelque chose à l'esprit, c'est que nous ne sommes pas surendettés. Nous sommes dépendants de l'extérieur, ce qui n'est pas normal, parce que l'Afrique peut financer elle-même sa dette et donc son développement.